Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Voici les titres du journal. La rencontre africaine sur les énergies renouvelables, Conakry abrite les travaux. Une première journée consacrée à la réunion des ministres africains de l'énergie et un point de presse en fin de journée. La semaine de l'entrepreneuriat dans le numérique, la 4e édition s'ouvre demain à Conakry. La RPT prévoit des conférences, débats et des panels sur l'innovation digitale. Vous saurez tout dans cette édition. Et puis le projet de réforme constitutionnelle, l'INIDH inscrit le sujet au cœur de sa deuxième session ordinaire. D'autres questions sont également à l'ordre du jour, notamment la situation des droits de l'homme en Guinée. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information qu'on ouvre avec la feuille d'audience du chef de l'État. Le président Alpha Condé a reçu ce lundi le ministre ghanéen de l'Information. Il était porteur d'un message personnel de son président adressé à son homologue guinéen, Abdoul Karim Condé. Le ministre ghanéen de l'Information est porteur d'un message de son président Nana Akufo-Addo pour son frère ami, professeur Alpha Condé. La Guinée et le Ghana, deux pays qui tissent des relations de coopération depuis les ères de l'indépendance. Koyo Opon-Nkrumah a discuté avec le chef de l'État de libre-échange entre les deux pays. Et l'accent a été mis sur le renforcement de coopération entre la Guinée et le Ghana. Convoyé spécial du président du Ghana. Et là, c'était discuter de la zone de libre-échange africaine qui doit être mise en place, notamment le secrétariat, le siège, et aussi discuter des relations bilatérales entre nos deux États. Le Ghana et la Guinée ont une excellente relation qui date depuis nos indépendances et nous comptons bien renforcer ces relations. L'audience que le président de la République a accordée au ministre ghanéen de l'Information, émissaire du président ghanéen, s'est déroulée dans une atmosphère de fraternité. Le sommet africain sur les énergies renouvelables, les travaux se sont ouverts ce matin à Conakry. Première journée consacrée à la réunion des ministres en charge de l'énergie. Un point de presse a sanctionné les échanges de ce lundi. Ibrahima Keita. En prélude à la tenue du conseil d'administration de l'initiative de l'Afrique pour les énergies renouvelables, demain mardi, les ministres en charge de l'énergie de la Guinée, de l'Égypte, du Tchad et de la Namibie ont animé une conférence de presse au sortir de la réunion des ministres et autres experts ici à Conakry. À bâton rompu, la rencontre a permis aux journalistes présents d'avoir de larges informations sur cette démarche des chefs d'État africains qui vise à aller ensemble dans la même direction pour vaincre l'obscurité sur le continent. C'est pourquoi, en répondant aux différentes questions des journalistes, ils ont chacun mis l'accent sur l'accès à l'énergie qui est fondamental pour le développement humain et économique. Aussi, cette nécessité est de mise pour la réalisation de l'agenda 2030 et les objectifs de développement durable, notamment l'éradication de la pauvreté, la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau potable et l'assainissement. Il faut retenir, messieurs les journalistes, que l'énergie fossile est à la base des émissions de gaz à effet de serre. L'énergie fossile, c'est l'utilisation du mazout, du pétrole, en tout cas, et ses produits, ses dérivés, qui polluent énormément notre atmosphère, qui joue effectivement sur la couche d'ozone. Et cette couche d'ozone-là nous protège contre les rayonnements indésirables solaires venant du soleil, qui créent aujourd'hui beaucoup de problèmes. En Guinée, vous savez qu'on a 1660 cours d'eau. C'est pourquoi on nous appelle le château d'eau de l'Afrique occidentale. Tous les grands fleuves prennent leur source dans notre pays, dans le massif du Fouta Djallon, en Haute-Guinée. Et le grand fleuve qui prend sa source à partir de Konkouré et qui se décharge à Tanen, c'est le Konkouré, qui n'est pas transfrontalier. Mais si vous remarquez, d'année en année, à cause de ce dérèglement climatique, nous sentons la saison sèche se prolonger dans le temps. Avant, on disait la saison pluvieuse 6 mois, la saison sèche aussi 6 mois. Aujourd'hui, nous sommes au mois de juin. Pour ceux qui se rappellent ou bien qui suivent un peu la pluviométrie, vous constaterez que l'assèchement se continue.
nous cherchons à répondre à un besoin réel, plus que crucial, qui est l'énergie. La demande est là, donc nous avons une demande très forte pour nos États pour assurer une croissance inclusive afin de lutter contre la pauvreté, donc il faut de l'énergie. De l'autre côté, nous avons noté qu'il y a des financements. Si nous avons un besoin réel et en face nous avons des financements, comment approcher ces besoins de ces financements? Ça veut dire que c'est déjà une opportunité. Oui, nous, au niveau des États, nous avons un rôle à jouer, notamment des réformes, mais aussi au niveau des PME. Il faut développer des technologies, il faut tisser des relations, il faut comprendre les vrais enjeux pour jouer pleinement votre rôle. Dans cette optique, les gouvernements africains ont décidé d'aller plus loin en se donnant les mains pour relever les défis liés à l'énergie durable en Afrique. L'initiative de l'Afrique pour les énergies renouvelables a été lancée en 2015 sous la coordination du président guinéen professeur Alpha Condé. Dès lors, il revient à l'Afrique d'accélérer et augmenter la domestication de l'énorme potentiel en sources d'énergie approuvé par le comité des chefs d'État et de gouvernement africain sur les changements climatiques. Et il salue d'autant plus le président Alpha Condé pour le leadership qu'il joue dans cette question d'énergie renouvelable en Afrique. Il a fait savoir que le développement des énergies renouvelables est un moteur aussi pour le développement de l'Afrique. Et il dit qu'il faudrait considérer tous les niveaux, du plus petit au plus grand, autrement dit, de moyennes, de petites entreprises, des moyennes entreprises et des grandes entreprises qui peuvent également contribuer au développement des énergies. Il fait savoir que les énergies renouvelables peuvent être prises à plusieurs niveaux et il faudrait dans ce sens essayer d'encourager même les ingénieurs qui peuvent jouer des rôles. Et il faut minimiser aucun niveau, particulièrement 2, 3 peuvent s'entendre et initier des projets de développement qui peuvent à la longue produire de grandes choses, de grandes énergies. Son Excellence a essayé de relier ici les 2 points importants, à savoir la jeunesse et l'emploi. Que ce soit l'Afrique du Nord, Sud, Est, Ouest, Centre, l'Afrique prise de manière globale, nous devrons pouvoir faire quelque chose. Et c'est quelque chose, il faudra pouvoir insister sur le côté de l'investissement. L'investissement visé ici peut être à plusieurs niveaux. Il comprend que souvent il y a des compagnies qui sous-traitent, mais cette sous-traitance, qu'elle soit au niveau des petites ou moyennes entreprises, il faudrait qu'elles appartiennent à la jeunesse africaine. La jeunesse doit être mise au cœur de ce programme et cela aussi fait partie des initiatives qui sont dans le contexte global de l'ARE. Et cela doit être clairement mentionné dans les clauses ou les conventions lorsque les contrats sont signés, que ce soit au niveau individuel ou global, y compris dans les sous-traitances avec les petites et moyennes entreprises. Cette initiative se donne pour objectif d'atteindre une capacité maximale et additionnelle de production de sources d'énergie renouvelables d'ici 2020 et de mobiliser le potentiel africain. Avant de poursuivre cette édition, ce communiqué qui nous vient de la direction du protocole d'État. Dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité existants entre la République de Guinée et la République du Tchad, son Excellence, M. Idriss Déby Itno, président tchadien, effectuera à partir du mardi 11 juin 2019 une visite des travaux à Conakry. Sont conviés à prendre part au cérémonial d'accueil prévu à 8h00 à l'aéroport international de Conakry-Bessia les personnalités ci-après. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Madame la Présidente de la Haute Autorité de la Communication, Madame la Présidente du Conseil économique et social,
Monsieur le médiateur de la République, Monsieur le grand chancelier des ordres nationaux de Guinée, Monsieur le président de la Commission électorale nationale indépendante, Monsieur le président de l'Institution nationale indépendante des droits humains, Monsieur le chef de file de l'opposition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres conseillers membres du cabinet présidentiel, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Messieurs les chefs des états-majors des armées de terre, de l'air et de la marine, Monsieur le chef d'état-major particulier de la présidence, Messieurs les directeurs généraux de la police nationale, de la douane et des conservateurs de la nature, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry. Conakry, le 10 juin 2019, Mamadi Sinkonkaba, ambassadeur, directeur du protocole d'État. Et puis ce communiqué du bureau de presse du cabinet civil de la présidence de la République. Monsieur le Président de la République a appris avec une grande tristesse le décès ce lundi 10 juin 2019 à Conakry de notre mère, Madame Fofana Hadjanana Touré, à l'âge de 93 ans. La défunte est la mère de son Excellence Monsieur le Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana. Le président de la République, en son nom propre et au nom du gouvernement, présente ses condoléances aux familles éplorées, notamment les familles Fofana, Touré et Yansane de Forekaria, la famille Keita de Kouroussa, la famille Dosso et la famille Komnos de Conakry. Le président de la République s'incline devant la mémoire de notre cher disparu et prie pour le repos de son âme. La présidence de la République transmise par le bureau de presse. Santé, la Fondation Merck lance ses activités en Guinée. Le groupe évolue dans l'humanitaire et s'occupe des femmes victimes d'infertilité. La Fondation les aide à pratiquer quelques activités génératrices de revenus. Maurice Sidibé. Selon les données sanitaires, 30% des couples souffrent de l'infertilité sur le continent. En Guinée, ce sont plus de 800 femmes victimes de l'infertilité qui sont recensées. Considérée comme un tabou, avec ses corollaires de stigmatisation, cette question reste une préoccupation nationale pour le gouvernement. Après plus de 350 années d'existence et d'histoire, la Fondation Merck vient en aide aux femmes guinéennes confrontées à ce problème à travers une campagne lancée en Afrique. Je tiens particulièrement à les remercier pour la confiance portée à notre pays afin d'y exercer leur activité. Ceci consistera, j'en suis certaine, à apporter une contribution au renforcement des capacités en matière de soins de santé de nos agents dans certaines structures hospitalières. Également, la Fondation Merck et Bosnie accompagneront les femmes victimes d'infertilité pour leur autonomisation. La cérémonie d'aujourd'hui est l'aboutissement d'une évolution des relations entamées depuis près de 2 ans entre la Fondation Bosnie et la Fondation Merck. Déjà en octobre 2017, j'ai eu le privilège d'être l'une des invitées d'honneur de la Fondation Merck pour inaugurer la 4e édition de la conférence Merck Afrique-Asie Luminari en Égypte, devant plus de 450 prestataires de soins de santé, responsables de l'élaboration des politiques et chercheurs de plus de 40 pays d'Afrique et d'Asie. Des témoignages chocs et émouvants, des victimes sont projetées devant l'assistance pour permettre aux uns et aux autres de connaître la souffrance de la femme infertile. La Fondation Merck intervient dans les domaines de la diabétologie, de la cancérologie et d'oncologie. Elle se fixe pour défi la prévention et l'élimination de la chaîne de stigmatisation et l'autonomisation des femmes victimes de l'infertilité en Guinée. L'infertilité est l'absence de conception après au moins 12 mois de relations régulières non protégées. Cependant, bien qu'elle soit un problème de couple, comme je le disais, les femmes continuent d'être victimes de stigmatisation en cas d'absence de procréation. La communication pour le changement de comportement en utilisant divers canaux, et là, grâce aux journalistes, est une stratégie permettant de mettre fin à la stigmatisation des couples infertiles, souvent en rapport avec l'ignorance et les croyances culturelles dont il faut s'affranchir aujourd'hui.
Des médecins guinéens vont suivre une formation de renforcement des capacités sur la prise en charge de l'infertilité. Les journalistes seront aussi formés pour maîtriser le traitement des sujets liés à l'infertilité, pour sensibiliser les populations afin de briser la stigmatisation subie tous les jours par les femmes infertiles dans les foyers. Et toutes nos excuses pour la qualité de ces images. Travaux publics avec la construction de la route Sigiri-Kintinia. Les travaux sont lancés depuis janvier. Après donc 6 mois, les résultats sont visibles et salués par les populations. Le volume du trafic commercial est assez important sur ce axe. Valérie Talimane. Le calvaire sur la route Sigiri-Kintinia va bientôt connaître son épilogue. La société Enan Chine qui exécute les travaux a déjà bitumé sur ce axe près de 20 km. Démarrés en janvier dernier, les travaux de construction de cette route de 35 km devraient être achevés d'ici à l'arrivée des grandes pluies, selon les engagements pris par l'entreprise contractante. Voilà, moi je ne fais que remercier le gouvernement. Vraiment, leur bonne idée de goudronner cette route entre Sigiri et Bouré, franchement, ça a beaucoup d'avantages envers nous, envers la population de Sigiri et de Bouré. Maintenant, il laisse sur le PP, il laisse 12 kilos. Mais sur le couche de base, il laisse le 11 comme ça. Financé conjointement par l'État guinéen et la Société Aurifère de Guinée, ce chef-d'œuvre devra ainsi permettre de fluidifier le mouvement des populations. Il va également faciliter l'acheminement des produits agricoles des zones de production au chef-lieu de la préfecture pour la commercialisation. Les populations ne vont plus avoir des problèmes sur la route dans la mesure où les gens ne voyagent plus la nuit pour se dire je viens à Bouré, il me faut 8 heures, 9 heures de temps. Aujourd'hui c'est 30-40 minutes, ils sont déjà là, je parle des gros camions. Les autres petits véhicules qui roulent normalement 15-20 minutes, on est à Sigiri. Donc c'est un plus réellement. Mais aussi il faut noter que aujourd'hui la majeure partie des produits agricoles sont drainés sur cette route facilement. Nous sommes venus aujourd'hui avec la direction générale de la SAG pour, en tant que bailleur de cette infrastructure-là, pour venir voir l'état d'avancement des travaux. Et à ce stade-là, je pense que nous ne pouvons qu'être satisfaits de l'état d'avancement des travaux, mais aussi bien sûr de l'intention que l'entreprise a de finir les travaux largement en avance sur le calendrier initial. Et cela ne fait que conforter la déclaration que le président a faite le jour du lancement des travaux, comme quoi il ne s'agit pas simplement de lancer des travaux, mais il s'agit de réaliser effectivement les infrastructures dans les délais prévus. Durant toute la phase de bitumage, les populations seront amenées au respect de plusieurs dispositions, notamment pour la stabilisation des couches de bitume afin de rendre la route plus garantie. De nouvelles pratiques agricoles à Kissidougou, les potagers réussissent bien dans la localité. Une adaptation intelligente à l'écosystème permet de tirer des rendements non négligeables. La production maraîchère grimpe en puissance et les espaces verts sont moins agressés, comme les berges des rivières. Mamadou Alpha Baldé. De l'eau en quantité et en toute saison, un espace entièrement sécurisé, les groupements maraîchers de Foréa dans Kissidougou tournent le dos à la production classique. Ici, les 1500 femmes maraîchères de la localité sont désormais mieux organisées. Elles produisent beaucoup plus qu'avant et améliorent leurs pratiques agricoles grâce à de précieux conseils des agents de l'Amproca. Après quelques mois d'expérience, les résultats sont prometteurs. Avec l'avènement de nouvelles innovations de l'engrais organique, ils peuvent conserver jusqu'à envoyer à Kissidougou sans problème. Avant, il y avait la souffrance. Aujourd'hui, les femmes travaillent en toute saison. Il y a l'eau, vous-même vous voyez, il y a l'eau. La plus grande difficulté était de la sécheresse. Aujourd'hui, la sécheresse est effacée. Je remercie le professeur Alpha Condé d'avoir envoyé un grand projet comme ça pour satisfaire les besoins et éliminer la pauvreté. Le projet est exécuté par le PNUD à travers le programme Adaptation basé sur les écosystèmes. Pour accompagner ses premiers succès, l'institution apporte des intrants aux communautés. L'idée est de réduire l'agression des milieux naturels et fixer les producteurs loin des lits de cours d'eau
et tête de source. Donc nous, écologistes, nous sommes les médecins de la nature. Nous créons des opportunités pour favoriser la restauration des écosystèmes. Alors, mais l'agriculture itinérante ici, sur Brûlis, où les activités agricoles ont une influence négative sur les écosystèmes. Donc nous trouvons la solution de chaque écosystème adaptée aux réalités empiriques du terroir, parce que nous le faisons avec les collectivités. Et ces réalités sont ajoutées aux réalités agroéconomiques. Dans le district de Sangardo, le chantier prend forme. Le château de 12 000 litres est en construction et les bassins d'eau en cours d'achèvement. À terme, plus de 2 hectares seront disponibles et prêts à faire pousser des légumes de qualité. Surtout si nous prenons la position de Sangardo. Sangardo est non loin de Kisidou, qui est une commune où vraiment la consommation, il y a une forte demande en légumes. Et aussi ça se situe sur la nationale, hein, la route nationale de Zérékoré jusqu'à Conakry. Donc ce qui veut dire que les passants pourront aussi s'approvisionner en légumes. Dans la sous-préfecture de Gambadou et au centre urbain de Kissidougou, de nouvelles stations météo sont désormais opérationnelles. Elles permettront aux paysans de mieux maîtriser le calendrier agricole par exemple. À quelques kilomètres du village de Gambadou, une forêt communautaire de 182 hectares est créée et 40 hectares reboisés avec l'appui du projet Adaptation basé sur les écosystèmes. Pour favoriser la régénération naturelle et limiter les feux de brousse, plus de 50 hectares de forêt sont mis en défense cette année. La semaine de l'entrepreneuriat dans le numérique, le coup d'envoi c'est demain. Cette 4e édition s'ouvre sur fond de renouveau. La RPT a un nouveau siège. Pour cet événement, il y aura des conférences débats et des panels sur l'innovation digitale. Mamadou Saliouba. De régulation des postes et télécommunications, l'heure est au dernier réglage pour accueillir les nombreux innovateurs dans le numérique. Pour cette 4e édition, plus de 2000 invités sont annoncés dans les locaux de l'ARPT. Des conférences débats, des panels, mais aussi des séries de formations à l'utilisation du numérique vont ponctuer les 3 jours de travaux. Là, nous avons plusieurs panélistes qui viennent de l'international. Donc, qui sont au total 25 personnes qui viennent de l'international. Les panélistes, nous avons également des formateurs qui viennent de l'international. Nous avons des formateurs aussi sur place. Et au total, nous avons 9 panels, dont un panel de haut niveau. Et nous avons 8 formations qui se dérouleront pendant toute la semaine. Et donc nous avons également un plus grand stand d'exposition. Donc, et le stand d'exposition, ce sera sur 2 niveaux. Cette année, l'événement est placé sous le thème « Notre révolution numérique ». Des start-up venus de l'intérieur du pays et de l'étranger vont rejoindre ceux de Conakry pour rivaliser de talent dans l'innovation. Cette année, nous avons 2 types de compétitions. Nous avons la compétition d'innovation qui s'appelle Innovation Days, qui est l'un des éléments phares de cette semaine du numérique qui revient. Nous avons 137 projets soumis, nous avons 16 présélectionnés. Et parmi les 16 présélectionnés, nous avons 6 femmes. Et il y en a qui viennent de l'extérieur, donc ça c'est aussi une nouveauté. Nous avons la compétition des enfants. Donc cette année, on a un projet pilote où on a fait compétir 15 écoles de la capitale, niveau primaire, secondaire et lycée, et ils compétissent sur différents types de projets. La semaine de l'entrepreneuriat dans le numérique se fixe comme principal défi la mise au point des applications digitales adaptées aux besoins locaux. L'événement est piloté par le ministère des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique avec l'appui de l'Agence de promotion des investissements privés. Et pour parler de cette semaine de l'entrepreneuriat dans le numérique, nous recevons sur ce plateau Monsieur le ministre Moustapha Mami Djabi, ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau pour parler justement de cette semaine de l'entrepreneuriat dans le numérique. Monsieur le ministre, c'est la 4e édition cette année. En termes d'impact, qu'est-ce que cela peut bien représenter, une semaine de l'entrepreneuriat dans le numérique? Merci beaucoup. Vous savez, aujourd'hui, il est difficile de parler du développement socio-économique sans parler de l'impact positif
des technologies de l'information et de la communication dans les processus de fabrication, production, de distribution et de consommation de biens et services. À cause du numérique, l'entrepreneuriat devient beaucoup plus dynamique, en ce sens où cet écosystème permet aux entrepreneurs, en tirant profit des outils qui sont mis à disposition par l'écosystème de TIC, de pouvoir entreprendre différemment, de pouvoir poser des actes plus rapidement en créant une nouvelle forme d'économie, d'où la notion d'économie numérique qui réduit les coûts de production, les coûts de distribution et les coûts de consommation des biens et services. Cette idée d'organisation de la Semaine nationale de l'entrepreneuriat dans le numérique est venue pour répondre à un besoin de détection du génie créateur des jeunes Guinéens, un besoin de conscientisation de l'administration publique, un besoin d'éveil au niveau des grands acteurs du secteur privé pour qu'ils comprennent qu'en s'appropriant positivement des outils mis à disposition par l'écosystème du numérique, on peut mieux entreprendre, on peut entreprendre différemment, on peut contribuer plus rapidement et plus efficacement au développement socio-économique de notre pays et avoir un impact positif sur la vie de nos concitoyens. Vous parliez tout à l'heure des détections de ces génies. Est-ce que ça va s'arrêter là? On lisait tout à l'heure, on écoutait dans le reportage qu'il y a des formations qui sont prévues. Est-ce que l'accompagnement s'arrête là ou bien il y a un autre processus derrière? Tout à l'heure, vous avez suivi la présidente de la commission d'organisation qui a parlé d'une compétition dénommée Innovation Day. Cette compétition permet de détecter les porteurs de projets et ces porteurs de projets passent devant un jury national. Des projets sont présélectionnés parce que nous ne pouvons pas prendre tous les projets. Cette année, nous avons eu 137 candidats. Après la sélection, nous avons retenu 16 qui vont présenter leurs projets lors de la semaine. Et ces lauréats bénéficieront d'un accompagnement du comité d'organisation de la semaine nationale, de l'agence de promotion des investissements privés, des partenaires institutionnels tels que le programme des Nations Unies pour le développement, des partenaires privés tels que Facebook, nos sponsors Platinum, pour faire en sorte qu'on ne s'arrête pas seulement au niveau de la détection, que ces lauréats puissent bénéficier de cet accompagnement jusqu'à la création et le développement de leur entreprise. Il y a tout un processus dédié. On écoute souvent le président dire qu'il ne faut pas rater cette quatrième révolution numérique. Comment faire pour que ce ne soit pas le cas, mais à une échelle un peu plus grande? Monsieur le Président a raison. Vous savez, les opportunités ne se présentent pas à tout moment. Si certains pensent ou certains le disent que nous avons raté les précédentes révolutions, la révolution numérique est à la portée de tout le monde. L'ancien secrétaire général de l'Union internationale des télécoms disait que la seule chose équitablement repartie dans le monde, c'est l'intelligence humaine. Et nous l'avons. Donc il nous appartient, nous décideurs politiques, nous qui avons bénéficié de ces formations, de créer un écosystème permettant à nos frères porteurs de projets, créateurs d'applications, initiateurs de start-up, de se développer en trouvant un écosystème dynamique avec l'accompagnement approprié. Voilà aujourd'hui ce que... Monsieur le ministre, c'est la quatrième semaine nationale. Il y a déjà eu 3 éditions précédentes. Ça va être quoi la spécificité de cette édition-ci? Cette édition aura un certain nombre d'éléments différents des 3 précédentes. Mais peut-être avant de parler de la spécificité, je voudrais compléter la réponse à votre question précédente. Parce que le gouvernement, ayant pris conscience du fait que les jeunes élèves, étudiants doivent s'approprier les outils de l'écosystème du numérique, a fait des investissements énormes. Aujourd'hui, dans le système d'enseignement guinéen, les établissements d'enseignement secondaires, professionnels et supérieurs bénéficient des installations informatiques connectées à l'Internet pour donner
l'opportunité à nos élèves, à nos étudiants, d'avoir accès à l'outil informatique, d'avoir accès à l'Internet et évidemment à nos enseignants de pouvoir utiliser ces outils pour le renforcement de leurs capacités. Revenant à votre question, la spécificité de la quatrième édition, c'est que cette quatrième édition, en plus de capitaliser sur les résultats des 3 précédentes, nous avons prévu cette année plusieurs modules de formation qui seront dispensés par des multinationales telles que Facebook, telles que d'autres entreprises de formation en gestion des projets. Nous avons également bénéficié de l'appui de plusieurs experts de dimension internationale qui viendront animer des panels et qui partageront leur expérience avec les participants cette semaine. Alors, Monsieur le ministre, juste en quelques mots, en 2020, la Guinée est désignée pour accueillir et organiser le sommet Transform Afrique. Qu'est-ce que cela représente comme défi et opportunité pour le pays ? Le sommet Transform Africa de 2020, comme vous l'avez dit, son organisation est confiée à la République de Guinée. C'est un défi. Le défi, c'est être capable d'organiser un sommet de cette envergure. C'est le plus grand rendez-vous des acteurs de l'écosystème du numérique en Afrique. Nous recevrons autour de 4000 invités étrangers. Le défi, c'est d'être capable de recevoir ces invités, de les mettre dans des situations confortables et de pouvoir capitaliser sur l'expérience de chacun de ces invités. L'opportunité, c'est aux jeunes Guinéens, aux entrepreneurs guinéens, à l'administration guinéenne de pouvoir tirer le maximum de profit en capitalisant, comme je le disais tout à l'heure, sur les acquis des 5 précédentes éditions qui ont eu lieu à Kigali. Ce que je voudrais dire, c'est la première fois que ce sommet sera organisé hors de Kigali. Je ne dis pas que nous allons faire mieux, mais nous essaierons de ne pas faire moins que Kigali. Un gros défi à relever. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'être passé dans cette édition. C'est moi qui vous remercie. Alors, dans l'actualité, c'est parti pour la conférence internationale du travail. La rencontre a lieu à Genève. Cette 108e session va aborder une problématique importante, construire un avenir avec un travail décent, une rencontre à laquelle la Guinée est représentée. Nous y reviendrons. Dans l'actualité aussi, la 2e session ordinaire de l'Institution nationale indépendante des droits humains s'est ouverte ce matin. Elle va durer 20 jours pour plancher sur la situation actuelle des droits de l'homme en Guinée. Les participants vont aussi examiner le projet de réforme constitutionnelle. Amadou Touré. Ouverture de la 2e session ordinaire de l'Institution nationale indépendante des droits humains, INIDH. Pendant 20 jours, les 24 commissaires présents à cette session passeront en revue tous les dossiers actuels liés au respect des droits de l'homme en Guinée. Nous avons en vue de présenter le rapport alternatif à Genève devant la Commission internationale des INDH. C'est très important comme exercice parce que nous avons déjà présenté trois rapports. Rapport 2017, 2018, nous sommes sur le 3e rapport maintenant, 2019. Mais l'INDH doit partir à l'EPU, c'est-à-dire c'est l'évaluation périodique universelle qui est organisée à Genève chaque 4 ans. Donc c'est la première fois que nous allons participer à ça. Donc nous travaillons sur un rapport alternatif. Cette session s'ouvre dans un contexte marqué par le débat autour de la Constitution. En tant qu'institution républicaine, l'INDH s'est prononcée sur ce sujet important dans le fonctionnement sociopolitique des institutions de la République. L'Institution nationale indépendante des droits humains en tant que témoin institutionnel en appelle au respect des droits de tous et de chacun, ainsi qu'au respect de nos valeurs communes, parmi lesquelles figure la tolérance dans le respect de nos différences. En effet, changer de constitution et changer la constitution, il y a une différence. Dans le second cas, ce n'est pas dans la constitution qu'on peut trouver la base d'une nouvelle constitution. Le fondement n'est pas dans le droit constitutionnel de paix, mais
dans le droit constitutionnel de crise. Dans ces conditions, le président de la République devient le constituant originaire. Il peut proposer un nouveau pacte social qui soit durable. Ceci dit, la Guinée doit éviter la précipitation, l'urgence et l'état consubstantiel à la Constitution de 2010. Le référendum est donc possible. Le débat devrait porter sur les conditions de son organisation, sur les garanties qu'offre le scrutin, le consensus sur le contenu du projet, sur les règles du jeu, sur l'appropriation par le peuple des réformes envisagées, sur les organes intervenants, sur la durée du temps constituant. Poursuivant, le président de l'INIDH a salué le jugement du tribunal de première instance de Koya qui a abouti à la libération des citoyens qui ont brandi des slogans hostiles à l'idée d'une nouvelle constitution. Dans le même sillage, l'institution nationale indépendante des droits humains s'est aussi réjouie de l'arrêt de la cour d'appel de Conakry qui a libéré 7 militants de l'opposition préalablement condamnés par le tribunal de Kindia pour des faits similaires à ceux de Koya. Et toujours sur ce projet de nouvelle constitution, à Kankan, l'adhésion est unanime. Le bureau du RPG Arc-en-Ciel dit oui au projet au cours de la traditionnelle assemblée de l'antenne régionale du parti. Plusieurs membres du gouvernement ont pris part à la rencontre. Mohamed Lamine Camara. Après un mois de suspension de leurs activités politiques pour des raisons du Ramadan, les militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel de Kankan se sont retrouvés à nouveau au siège du parti. Au cours de cette assemblée générale ordinaire, de nouvelles orientations allant dans le sens du bon fonctionnement du parti dans la région sont annoncées. Cette formation politique régionale exprime d'ores et déjà son soutien au principe d'une nouvelle république. Nous avons écouté les militants qui ont passé des messages forts et qui ont exprimé leur adhésion au principe d'une nouvelle constitution parce qu'ils pensent que nous sommes dans un pays démocratique, chaque citoyen est libre d'exprimer ses opinions. Et dans tous les pays du monde aussi, il y a des modifications de constitution, il y a des nouvelles constitutions qui sont élaborées par des gouvernements conformément à la constitution. Les ministres ressortissants de la région sont en mission de travail auprès des collectivités. À cette assemblée générale ordinaire, les membres du gouvernement ont rappelé les raisons de cette prise de contact. Il s'agit notamment d'expliquer aux communautés le mécanisme de fonctionnement et le mode de financement de l'Agence nationale de financement des collectivités. Nous l'avons dit, le progrès pour tous, c'est le bonheur chez chacun. Alors, on a expliqué comment est-ce que l'idée est venue à monsieur le président de la République, une idée reprise ou en tout cas instruite au premier ministre-chef du gouvernement pour doter chaque commune de Guinée d'infrastructures de base, n'est-ce pas, à destination communautaire pour que chacun de nous, en tout cas, tire un substantiel profit des potentialités, des riches potentialités de notre pays. Donc le revenu minier global, 15% sont affectés au développement communautaire. Si vous faites le calcul, c'est une somme immense, mais qui est au prorata des communes mis à la disposition de chaque collectivité de Guinée. Ces militants et sympathisants du parti au pouvoir ont exprimé leurs sentiments au projet de l'ANAFIC, un projet de financement des collectivités locales devant permettre aux 58 communes rurales et urbaines de la région de Kankan de se doter d'infrastructures de qualité au bénéfice des populations à la base. Guinée, en bref, à présent, l'actualité nationale sous forme de télégrammes, c'est avec Alpha Issiagaba. Suivez. C'est une manifestation de soutien qui regroupe les femmes issues des différentes associations et jeunes de la commune de Ratoma. Réunies au sein du mouvement dénommé Ratoma Lanfé, ces femmes expriment leur soutien au projet de développement enclenché par le président de la République, professeur Alpha Condé.
les mouvements de soutien des actions du président de la République se multiplient dans le pays. Après Saliou Bella Diallo, c'est au tour des nouvelles forces démocratiques. Mokhtar Diallo a, dans une déclaration, exprimé sa position sur le principe d'une nouvelle constitution. Déclaration du parti NFD Nouvelle Force Démocratique. Soutien du parti NFD à la nouvelle constitution. Le parti Nouvelle Force Démocratique NFD, membre de la mouvance présidentielle, après un débat interne ouvert, inclusif et démocratique, impliquant toutes ces structures basées à Conakry, à l'intérieur et à l'extérieur du pays, décide de soutenir vigoureusement l'idée d'une nouvelle constitution exprimée par le parti au pouvoir, l'RPG Arc-en-Ciel, en vue de favoriser un meilleur fonctionnement de l'État pour le bonheur du peuple de Guinée. Pendant que les pouvoirs publics multiplient les efforts pour l'assainissement de la ville de Conakry, certains citoyens continuent de déverser les ordures sur les places publiques en lieu et place des bacs à ordures. C'est le cas à la Minière. Dans ce quartier, les ordures curées des caniveaux et d'autres venant de certains foyers sont déversées sur ce bras de mer. Des dépôts sauvages qui interpellent certaines organisations de la société civile. Il n'y a pas de sanctions. Et aujourd'hui, la gestion des déchets, moi je me dis que c'est une chaîne et à chaque maillon, il doit y avoir un responsable. Et dans le cadre de la gestion durable même des déchets, ce sont les collectivités qui ont la compétence de la gestion durable de ces déchets-là. Et il faut également valoriser les déchets. Il faut créer une chaîne de valeur dans le cadre de la transformation de ces déchets. Parce que si on se dit seulement on ramasse les déchets et on les met à un endroit, on ne pourra pas avoir une solution durable. Après 10 jours de prière et d'enseignement de la parole de Dieu, les églises protestantes évangéliques de Conakry célèbrent la Pentecôte. Dans les églises de Koléa, Ratoma et Bessia, ces croyants reçoivent plusieurs enseignements sur le Saint-Esprit et son rôle dans la foi chrétienne. Des modules ponctués par des séances de prière pour l'Église et le pays. L'importance de ces jours historiques, le jour de la venue du Saint-Esprit pour habiter tous ceux qui croient en Dieu au nom de Jésus. Et le deuxième sujet, c'est pour tous les leaders, qu'ils soient religieux, qu'ils soient coutumiers, qu'ils soient politiques, et c'est pour prier pour toutes les institutions, que tous ces leaders soient remplis de l'amour de notre nation, soient remplis des fardeaux, des besoins de ceux qui n'ont pas de voix. Je vous le disais tout à l'heure, le Premier ministre et chef du gouvernement est en deuil. Dr Ibrahima Kassory Fofana a perdu sa maman ce lundi 10 juin 2019 à Conakry des suites de maladie. Depuis ce matin, les condoléances sont reçues chez le Premier ministre à Lambagny dans la commune de Ratoma. Commentaire Hadi Kamara. Le Premier ministre chef du gouvernement est en deuil. Dr Ibrahima Kassory Fofana a perdu sa mère biologique. Hadjanana Touré a rendu l'âme dans une clinique ici à Conakry, des suites de maladie à l'âge de 96 ans. La triste nouvelle est tombée ce matin comme un couperet. La défunte est la fille de feu Manguefo de Touré et de feu Mamadi Sankon. Déjà, les condoléances d'usage sont reçues ici à Lambagny, au domicile de Dr Ibrahima Kassory Fofana, dans la commune de Ratoma. Membres du gouvernement, parents, amis, collaborateurs, représentants des institutions républicaines, chefs religieux, la société civile, chefs militaires, partis politiques et autres cadres de l'administration étaient tous mobilisés pour présenter leurs condoléances à la famille Fofana. Un communiqué précisera les cérémonies relatives aux funérailles de Hadjanana Touré, la maman du Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana, qu'Allah l'accueille dans son paradis éternel. Amen.
Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Demain, je vous retrouve pour un autre journal. Bonsoir.